Je me tenais sur le pas de la porte de mon bureau, observant ma belle-fille, Isabelle, fouiller dans le classeur comme si elle était chez elle. Elle ne m'a même pas remarqué au début, trop concentrée à sortir des dossiers et à photographier des documents avec son téléphone. « Tu cherches quelque chose ?» ai-je demandé. Elle a sursauté, serrant un dossier contre sa poitrine. « Oh, Jean-Pierre, tu m'as fait peur, je cherchais juste, ton fils m'a demandé de trouver les papiers d'assurance pour le règlement de la succession, les obsèques ont eu lieu il y a 4 jours, Isabelle, je sais. » Elle a posé le dossier, lissant son blazer chic. Mais ces choses prennent du temps à traiter, et Antoine pensait que nous devrions prendre de l'avance, tu comprends. Je comprenais parfaitement. J'avais enterré ma femme, Catherine, il y a 6 jours à Paris, et déjà mon fils et sa femme tournaient autour de moi comme des vautours. Catherine et moi étions mariés depuis 43 ans. 43 ans à construire une vie ensemble dans notre maison de Saint-Cloud, à élever Antoine, à regarder le quartier changer autour de nous. La maison que nous avions achetée pour l'équivalent de 80 000 € en 1982 en valait maintenant près de 3,5 millions, et tout le monde le savait. Les informations sur l'assurance sont chez le notaire, ai-je dit, tu n'avais pas besoin de fouiller dans mes dossiers. D'accord, bien sûr. Isabelle s'est glissée maladroitement vers la porte, je vais prévenir Antoine. Après son départ, je me suis assis au bureau de Catherine. C'était son espace, là où elle gérait les finances, planifiait nos voyages, gardait tout organisé. Je pouvais encore sentir son parfum dans le tissu de la chaise. Le chagrin me submergeait par vagues. Parfois, j'oubliais un instant qu'elle était partie, puis je m'en souvenais, et la perte s'abattait à nouveau sur moi. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Antoine. « Papa, on doit se parler, on passe ce soir avec Isa, c'est important. » Je savais de quoi il s'agissait. Cela avait commencé lors de la réception après les funérailles, quand j'avais surpris Isabelle chuchotant à Antoine à propos du timing et des conditions du marché immobilier. Quand Antoine avait mentionné par hasard que son cabinet cherchait des propriétés d'investissement, et ne serait-ce pas intéressant si quelque chose se libérait à Saint-Cloud. Ce soir-là, ils sont arrivés avec leur propre dossier. Antoine m'a serré dans ses bras, brièvement, maladroitement, et ils se sont installés sur le canapé pendant que je préparais le thé. Catherine avait toujours préparé le thé. J'ai failli sortir 4 tasses avant de me reprendre. « Papa, » a commencé Antoine, « nous voulons parler de ton avenir. » Mon avenir. Tu as 70 ans, tu vis seul dans une maison de 3 étages avec des escaliers que tu peux à peine gérer. Je m'en sors très bien. Papa, sois réaliste. Isabelle s'est penchée en avant. Cet endroit est trop grand pour une seule personne, l'entretien à lui seul, quand as-tu nettoyé les gouttières pour la dernière fois, ou changé les filtres de la chaudière, et qu'en est-il du déneigement en hiver? Je m'occupe de cette maison depuis plus de 40 ans. Avec maman, a dit Antoine doucement, mais elle n'est plus là. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Plus là, comme si elle était juste sortie faire des courses. Nous avons fait des recherches sur les résidences-services pour seniors, a continué Isabelle, en sortant des brochures. Des photos glacées de retraités souriants jouant aux cartes, faisant du yoga, mangeant dans des salles à manger lumineuses. Il y a un endroit merveilleux près de Versailles, service complet, activités, personnel médical sur place. Tu aurais des amis de ton âge, pas de soucis de propriété, pas d'isolement. Je ne suis pas isolé, j'ai le quartier, le club de bridge. Papa. La voix d'Antoine avait ce ton que je reconnaissais depuis son adolescence, quand il pensait qu'il savait mieux que tout le monde. Nous essayons de t'aider, cette maison vaut près de 3,5 millions d'euros, tu es assis sur une fortune tout en vivant comme, enfin, ce n'est pas nécessaire. Tu pourrais vendre, emménager dans un endroit gérable, et profiter enfin de ta retraite. Je profite de ma retraite. Ah bon, a demandé Isabelle. Où est-ce que tu ne fais que subir les événements, entretenir une maison pleine de souvenirs mais pas grand-chose d'autre? Je voulais leur dire que les souvenirs étaient exactement ce dont j'avais besoin, que le jardin de Catherine fleurissait encore chaque printemps, que notre chambre sentait encore ses sachets de lavande, que je pouvais marcher dans ses pièces et sentir sa présence dans chaque coin. Mais ils ne comprendraient pas. Ils n'avaient jamais compris ce que cette maison représentait pour nous. Je ne vends pas, ai-je dit. Antoine et Isabelle ont échangé un regard. Nous ne te demandons pas de décider ce soir, a dit Antoine. Réfléchis-y, vraiment, parce que papa, à un moment donné,
nous allons devoir avoir une conversation sérieuse sur tes capacités, et si quoi? Si je suis compétent pour prendre mes propres décisions. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vraiment. Ils sont partis peu après, la tension crépitant dans l'air. Je les ai regardés par la fenêtre alors qu'ils restaient dans leur voiture pendant 10 minutes, manifestement en train de se disputer. Isabelle faisait des gestes emphatiques. Antoine se massait les tempes. Je suis retourné au bureau de Catherine et j'ai ouvert le tiroir du bas, celui avec le double fond qu'elle avait installé elle-même il y a 5 ans. À l'intérieur se trouvait une grande enveloppe Kraft avec mon nom écrit de sa main. Elle me l'avait montré 2 semaines avant de mourir. Quand ils commenceront à rôder, avait-elle dit, sa voix faible mais ses yeux toujours vifs, souviens-toi que je les ai vus clairement, je les ai toujours vus. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient plusieurs documents. Un acte de propriété pour une maison à Crozon, en Bretagne. Une lettre de Catherine expliquant tout. Des relevés bancaires montrant des transferts réguliers au cours des 15 dernières années, de petites sommes, gérées avec soin, aboutissant à quelque chose de substantiel. Et un testament, dûment certifié par un autre notaire, qui remplaçait celui qu'Antoine connaissait. Catherine avait acheté la propriété de Crozon en 2009, pendant la crise, quand les prix étaient bas. Un petit terrain face à l'océan avec un cottage qui nécessitait des travaux. Au fil des ans, elle l'avait rénové tranquillement, en utilisant l'argent de son héritage quand ses parents étaient décédés, de l'argent qu'Antoine ne connaissait pas parce qu'il n'était jamais passé par nos comptes joints. Elle avait créé quelque chose de magnifique. Un cottage en pierre et bois avec des fenêtres allant du sol au plafond face à l'Atlantique, une terrasse en bois, un petit atelier. J'ai vu comment il regardait cette maison après ta fête de départ à la retraite, disait sa lettre. Comment Isabelle calculait la surface habitable tout en faisant semblant d'admirer les moulures. Comment Antoine a commencé à parler de réduire la taille de ton logement comme si c'était son idée, son inquiétude. Il ne te voit pas, Jean-Pierre. Il voit du capital. Il ne nous voit pas, il voit de l'immobilier. Alors j'ai construit notre porte de sortie, quelque part où ils ne savent rien, quelque part où tu pourras respirer après mon départ. Le cottage est à toi. La maison de Saint-Cloud est à toi aussi. Ne les laisse pas t'intimider. Mais si tu as besoin de partir, si la pression devient trop forte, tu as un endroit où aller. Tu as toujours aimé la Bretagne. Tu te souviens de nos week-ends d'anniversaire là-bas. Je veux que tu aies cette paix. Et le moment venu, laisse cette maison à Lucas. C'est le seul qui t'ait jamais vu comme une personne, pas comme un héritage. Lucas. Mon neveu, le fils de mon frère cadet, Michel. 24 ans, étudiant en sciences de l'environnement à la Sorbonne. Il avait été aux funérailles, calme et respectueux, aidant à servir le buffet pendant qu'Antoine et Isabelle réseautaient avec les cousins fortunés de Catherine. Lucas possédait les vieux livres de jardinage de Catherine. Elle les lui avait donnés quand il avait exprimé son intérêt pour l'agriculture urbaine. Il les avait réellement lus, appliquant les principes à un projet de jardin communautaire qu'il dirigeait. Les visites d'Antoine et Isabelle se sont intensifiées au cours des 2 semaines suivantes. Il passait sans prévenir pour prendre de mes nouvelles, disait-il, mais je surprenais Isabelle en train de photographier les pièces, Antoine mesurant les espaces avec son téléphone. Il apportait plus de brochures, plus de statistiques sur les seniors vivant seuls, plus d'expressions inquiètes qui n'atteignaient jamais leurs yeux. Nous avons parlé à un agent immobilier, a annoncé Antoine un soir, juste des discussions préliminaires. Le marché est très porteur en ce moment. Nous pourrions potentiellement obtenir 3,5 millions, peut-être plus avec une bonne mise en scène. Nous, ai-je demandé. Toi. Tu pourrais obtenir autant. Évidemment, je n'ai pas accepté de vendre. Papa, tu ne réfléchis pas clairement. Le chagrin fait ça. Cela obscurcit le jugement. C'est pour cela qu'il y a des professionnels, des gens qui peuvent t'aider à prendre des décisions rationnelles pendant les moments émotionnels. Je réfléchis parfaitement clairement. Ah bon? Isabelle a sorti sa tablette. Parce que nous avons remarqué certaines choses. Tu as oublié de payer la facture de gaz le mois dernier. Il y avait des produits périmés dans le frigo. Tu as porté la même chemise 3 jours de suite la semaine dernière. J'étais en deuil. Ou tu déclines, a dit Antoine. Papa, nous t'aimons. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour toi. Et ce qui est le mieux, c'est un environnement contrôlé où tu es en sécurité, où quelqu'un d'autre gère les responsabilités, où,
où vous pouvez mettre la main sur 3 millions d'euros. Les mots sont sortis plus durement que je ne l'avais prévu, mais ils étaient vrais. Le visage d'Antoine est devenu rouge vif. Ce n'est pas juste. Ah non. Vous êtes ici tous les 2 jours depuis que ta mère est morte, et pas une seule fois tu n'as demandé comment j'allais. Pas vraiment. Tu poses des questions sur les factures, l'entretien et la taxe foncière, mais tu n'as pas posé de questions sur moi. Parce que tu ne veux pas être honnête sur tes difficultés. Isabelle s'est levée. Tu continues à prétendre que tout va bien alors que ce n'est manifestement pas le cas. Cette maison tombe en ruine. Cette maison ne tombe pas en ruine. La clôture arrière pourrie. La terrasse a besoin d'être lasurée. Il y a de la mousse sur le toit. Ce sont des faits, Jean-Pierre. Ce sont des problèmes d'entretien mineurs que je peux gérer. Peux-tu? Le peux-tu vraiment? Antoine s'est levé aussi, et soudain j'étais encerclé. À ton âge, avec ta santé, maman gérait tout, et maintenant elle est partie. Tu as besoin d'aide, que tu l'admettes ou non. J'ai pensé à la lettre de Catherine, à Crozon, au fait que je ne leur avais pas encore dit parce qu'une partie de moi espérait qu'il lui donnerait tort, qu'il montrerait une réelle inquiétude, un véritable amour, au lieu de cette campagne calculée pour me séparer de mon foyer. J'ai besoin que vous partiez, ai-je dit calmement. Papa. Maintenant, s'il vous plaît. Ils sont partis, mais Isabelle s'est arrêtée à la porte. Nous allons demander une évaluation de tes capacités. Nous avons déjà parlé à un avocat. Tu n'es pas capable de gérer tes affaires, et quelqu'un doit intervenir avant que tu ne te blesses ou que tu ne perdes tout ce pour quoi maman a travaillé. Après leur départ, je suis resté longtemps assis dans le salon sombre. Le fauteuil de lecture de Catherine était encore orienté vers la fenêtre, son marque-page toujours dans le roman qu'elle ne finirait jamais. 43 ans. 43 ans à construire une vie et il avait fallu moins d'une semaine à Antoine pour essayer de la démanteler. J'ai appelé mon avocat le lendemain matin. Maître Lefebvre gérait notre planification successorale depuis 20 ans. Elle avait été aux funérailles, m'avait serré la main en disant « Appelez-moi quand vous serez prêt. » Je suis prêt, lui ai-je dit. Dans son bureau, elle a étalé les documents de Catherine. Votre femme était très méticuleuse, a-t-elle dit. Elle a mis à jour ce testament 3 mois avant de mourir. Tout est blindé. La propriété de Crozon est uniquement à votre nom. Catherine a utilisé son héritage pour l'acheter. C'est donc séparé des biens matrimoniaux. Antoine n'a aucun droit dessus. Peut-il vraiment demander une évaluation de mes capacités? Il peut essayer, mais vous devriez être évalué par des professionnels. Et franchement, Jean-Pierre, vous êtes l'un des septuagénaires les plus compétents que je connaisse. Vous êtes en deuil, pas incompétent. Il y a une différence. Il a découvert que j'avais raté une facture de gaz. L'avez-vous payé quand vous vous en êtes rendu compte? Le lendemain. Alors vous gérez vos affaires. Une facture manquée pendant un deuil aigu n'indique pas une incompétence. Cela indique que vous êtes humain. Elle a sorti un autre document. Catherine a également laissé des instructions concernant la maison de Saint-Cloud. Sa recommandation, et ce n'est qu'une recommandation, la décision finale vous appartient, et que vous la léguiez à votre neveu Lucas à votre décès. Elle pensait qu'il l'apprécierait pour les bonnes raisons. Elle a écrit ça. Elle a écrit que Lucas voit les maisons comme des foyers, pas comme des investissements. Elle pensait que cela comptait. J'ai pensé à Lucas plantant des tomates dans le jardin communautaire, enseignant aux enfants le compostage, et à Antoine calculant le prix au mètre carré. Que dois-je faire? Maître Lefebvre m'a tout expliqué. Le cottage de Crozon était prêt. Catherine avait même pris des dispositions pour qu'une régisseuse l'entretienne pendant qu'il était vide. Je pouvais déménager immédiatement si je le voulais. La maison de Saint-Cloud pouvait être louée, gérée professionnellement, générant des revenus. Ou je pouvais la garder, y retourner occasionnellement, l'entretenir aussi longtemps que je le souhaitais. Ou je pouvais la vendre moi-même selon mon propre calendrier et garder chaque centime. Le point important, a dit Maître Lefebvre, c'est que vous avez des options. Catherine s'en est assurée. Elle ne voulait pas que vous vous sentiez piégé. Je suis allé à Crozon ce week-end-là sans le dire à personne. Les 6 heures de route m'ont donné le temps de réfléchir, de digérer, de me souvenir. Catherine et moi y avions fêté notre anniversaire 3 fois. La dernière fois, c'était il y a 5 ans avant son diagnostic.
Nous avions marché sur la plage au coucher du soleil, ramassé du ver de mer, parlé d'y prendre notre retraite un jour. Le cottage était exactement comme Catherine l'avait décrit, des pierres grises et des volets bleus, de grandes fenêtres encadrant la vue sur la mer, une cheminée en pierre, des bibliothèques encastrées déjà remplies de ses livres préférés qu'elle avait dû transporter progressivement au fil des ans. L'atelier derrière le cottage contenait des outils de menuiserie. Catherine savait que j'avais toujours voulu essayer l'ébénisterie mais que je n'avais jamais eu de place en ville. Je me suis tenu sur la terrasse et j'ai regardé les vagues s'écraser contre les rochers. L'air sentait le sel et la bruyère. Un goéland planait au-dessus de moi et pour la première fois depuis la mort de Catherine, j'ai ressenti autre chose que du chagrin. J'ai ressenti une possibilité. J'ai passé la nuit là-bas, dormant mieux que je ne l'avais fait depuis des semaines. Le matin, j'ai appelé la régisseuse. Catherine avait engagé une femme du coin nommée Solange qui entretenait le cottage depuis 2 ans. Catherine m'avait dit que vous finiriez par venir, a dit Solange. Elle voulait que tout soit prêt pour vous. À quelle fréquence venait-elle? Tous les quelques mois. Elle passait un week-end, travaillait dans le jardin, remplissait le garde-manger. Elle disait que c'était sa méditation, préparer un espace de paix. Ma femme avait passé les dernières années de sa vie à me construire un sanctuaire, sachant que j'en aurais besoin. Le poids de cet amour était presque insupportable. Je suis rentré à Paris le dimanche soir. Lundi matin, Antoine et Isabelle ont débarqué à 7 heures, utilisant le double des clés que j'avais oublié qu'ils possédaient. Nous devons parler, a dit Antoine, me dépassant pour entrer dans la cuisine. Nous avons pris rendez-vous avec 2 résidences seniors pour demain. Tu vas les visiter, voir ce qui est disponible. Non. Papa, ce n'est plus une option. Nous avons parlé à l'oncle Michel, à la tante Suzanne, et même aux voisins. Tout le monde est d'accord pour dire que tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Vous avez discuté de moi avec les voisins. Madame Lemoine a dit que ta pelouse n'avait pas été tondue depuis 3 semaines. Ce n'est pas ton genre. Catherine tondait toujours la pelouse. Je ne l'ai pas fait. J'essayais de comprendre le fonctionnement de la tondeuse. Exactement. Isabelle est intervenue. Ces petites choses s'accumulent. Ensuite, ce sera à nouveau les factures. Puis peut-être que tu oublieras le gaz ou que tu tomberas dans les escaliers. Je ne déménage pas dans une résidence. Alors où iras-tu, a exigé Antoine. Tu ne peux pas rester ici. Tu l'as prouvé. J'ai regardé mon fils, je l'ai vraiment regardé. Quand était-il devenu cette personne? Ou avait-il toujours été ainsi et Catherine et moi avions simplement trouvé des excuses, lissé les choses, prétendu que son égocentrisme était de l'ambition, que sa froideur était du pragmatisme. Je m'installe à Crozon, ai-je dit. Silence. Quoi? Ta mère et moi avons acheté un cottage là-bas il y a des années. Je m'y installe. Le visage d'Antoine est passé par plusieurs expressions, confusion, incrédulité, calcul. Tu as acheté une propriété sans me le dire. Ce n'était pas tes affaires. Je suis ton fils. Je suis ton mandataire financier. Non, tu ne le es pas. Ta mère l'était et elle ne t'a jamais désigné comme successeur. Maître Lefebvre gère mes affaires si je deviens incapable, ce que je ne suis pas. C'est de la folie. Isabelle a sorti son téléphone. Combien a coûté ce cottage? D'où venait l'argent? Parce que si cela venait des biens communs, cela venait de l'héritage de Catherine de ses parents. Bien propre. Rien de tout cela ne te regarde. Tout nous regarde quand tu prends des décisions irrationnelles. Antoine criait maintenant. Tu ne peux pas simplement partir en Bretagne. Tu ne connais personne là-bas. Tu serais isolé. Et s'il se passe quelque chose? Alors il se passera quelque chose. J'ai 70 ans, pas 98. Je suis tout à fait capable de vivre de manière indépendante. Pour combien de temps, a demandé froidement Isabelle. 1 an. 2 ans. Et après? Tu tombes et tu restes là pendant des jours parce qu'il n'y a personne pour s'occuper de toi. Je préfère tomber seul dans un endroit que j'ai choisi plutôt que de dépérir dans un établissement que vous avez choisi pour moi. Antoine a passé ses mains dans ses cheveux. D'accord. D'accord. Très bien. Pars à Crozon. Mais vends cette maison.
Tu n'as pas besoin des 2 propriétés et l'argent de cet endroit pourrait financer d'excellents soins pendant des décennies. L'argent de cet endroit m'appartient et j'en fais ce que je veux. Et qu'en est-il de mon héritage? Les mots ont jailli d'Antoine comme s'il les avait retenus trop longtemps. Qu'en est-il de ce pourquoi maman et moi avons travaillé toutes ces années? Voilà. Enfin, la vérité. Ta mère et moi avons travaillé pour une vie ensemble, ai-je dit doucement. Nous n'avons pas travaillé pour financer ton portefeuille immobilier. Ce n'est pas, je ne voulais pas dire. Antoine faisait marche arrière, mais le mal était fait. Je pense que vous devriez partir maintenant tous les deux. Papa. Partez et donnez-moi votre double de clé. Le visage d'Isabelle s'édurcit. Très bien. Mais ne compte pas sur nous pour accourir quand tu auras besoin d'aide. Ne compte pas sur nous pour ramasser les morceaux quand ce petit fantasme s'effondrera. Je n'y compte pas. Après leur départ, je me suis assis au bureau de Catherine et j'ai pleuré. Pas seulement pour sa perte, mais pour la perte du fils que je pensais avoir, le fils que j'imaginais se soucier de moi, pas seulement de mes actifs. Peut-être n'avait-il jamais été ce fils. Peut-être avais-je simplement regardé à travers les lunettes roses de l'amour paternel. J'ai appelé Lucas ce soir-là. Oncle Jean-Pierre. Il avait l'air inquiet. Est-ce que tout va bien? J'ai quelque chose à te demander. Serais-tu intéressé par cette maison? Pas maintenant, plus tard. Quand je ne serai plus là. Silence. Mais, enfin quoi? Ta tante Catherine pensait que tu devrais la voir, la maison de Saint-Cloud. Elle l'a mis dans son testament, elle te revient. Mais je voulais te parler d'abord, m'assurer que c'est quelque chose que tu voudrais vraiment. Oncle Jean-Pierre, je ne peux pas accepter ça. Elle vaut des millions. C'est exactement pourquoi je veux qu'elle aille à quelqu'un qui ne verra pas seulement les signes de l'euro. Catherine pensait que tu l'apprécierais comme un foyer. Avait-elle raison? Une autre pause. J'ai toujours aimé cette maison. Quand j'étais enfant et que nous venions, je pensais que c'était le plus bel endroit du monde. Le jardin, les bibliothèques, le siège près de la fenêtre dans le couloir à l'étage. Tante Catherine m'a appris à jardiner dans cette cour. Je sais. Elle s'en souvenait. Mais qu'en est-il d'Antoine? C'est ton fils. Antoine a clarifié ses priorités et elle ne m'inclut pas, sauf comme un moyen de parvenir à une fin. Lucas est resté silencieux un long moment. Je suis désolé. Ça doit faire mal. Ça a fait mal. Mon Dieu, oui. Mais entendre la sympathie sincère de Lucas m'a aidé. Il y a une condition, ai-je dit. Tu dois entretenir le jardin, les roses de Catherine, ses herbes aromatiques, tout. Peux-tu faire ça? Je serais honoré. Au cours du mois suivant, j'ai préparé le déménagement. J'ai embauché des déménageurs, trié 43 ans d'affaires, décidant ce qu'il fallait emporter et ce qu'il fallait laisser à Lucas. Les vêtements de Catherine sont allés à des œuvres de charité, sauf un pull dont je ne pouvais pas encore me séparer. Les albums photos sont venus avec moi. L'équipement de cuisine a été divisé, moitié pour Crozon, moitié pour Lucas. Antoine et Isabelle n'ont pas appelé, pas une seule fois. Je les ai vus passer devant la maison 2 fois en voiture, ralentissant pour regarder, mais ils ne se sont jamais arrêtés. Les voisins, par contre, m'ont surpris. Madame Lemoine est venue avec des plats cuisinés et m'a aidé à faire mes cartons. Je n'ai jamais dit que tu ne pouvais pas te débrouiller, m'a-t-elle dit. Ton fils a déformé mes paroles. J'ai dit que tu avais l'air triste. C'est différent d'incompétent. Les voisins d'à côté ont proposé d'aider à entretenir la maison pendant qu'elle serait louée. Catherine était une bonne voisine, a dit monsieur Lambert. Elle voudrait que nous surveillions l'endroit. Maître Lefebvre a rédigé les contrats de location, a trouvé une société de gestion immobilière, a établi les paiements automatiques des factures, tout ce que Catherine gérait, maintenant systématisé et simple. Vous allez vous en sortir très bien, a dit Maître Lefebvre lors de notre dernière réunion. Mieux que bien. Catherine s'en est assurée. J'ai emménagé à Crozon un mardi de mai. Solange avait rempli le frigo, mis des fleurs fraîches sur la table, allumé un feu dans la cheminée. Le cottage sentait la pierre, le feu de bois et la possibilité. Ce premier soir, je me suis assis sur la terrasse avec un verre du vin préféré de Catherine et j'ai regardé le coucher du soleil peindre l'océan de nuances d'orange et de rose. Les vagues s'écrasaient rythmiquement. Un phoque a fait surface près des rochers,
flottant sur le dos. Tu avais raison, ai-je dit à haute voix, parlant à Catherine comme je le faisais depuis sa mort. Tu les as vus clairement. Tu as tout vu clairement. Ce qu'il y a avec le chagrin, je l'apprenais, c'est qu'il ne disparaît pas, mais qu'il peut se transformer. Il peut exister aux côtés d'autres choses, la paix, le soulagement, même la joie. Catherine me manquait avec une douleur qui ne guérirait probablement jamais complètement, mais ici, dans l'espace qu'elle avait créé pour moi, je pouvais la regretter sans le fardeau supplémentaire de la trahison, de la pression, de la manipulation. J'ai commencé la menuiserie dans l'atelier, j'ai d'abord construit une étagère simple, puis un banc, puis des projets plus ambitieux. J'ai rejoint un groupe local qui entretenait les sentiers côtiers, je me suis fait des amis avec d'autres retraités qui avaient choisi Crozon pour sa beauté, pas parce que leurs enfants les y avaient poussés. Lucas venait une fois par mois, apportant des nouvelles de la maison de Saint-Cloud et du jardin. Il s'était installé dans le studio indépendant avec ma permission et entretenait tout magnifiquement. Il avait lancé un programme d'échange de plantes de quartier en utilisant le jardin de Catherine comme plaque tournante. Les gens adorent ça, a-t-il dit lors d'une visite. Madame Lemoine a donné ses bulbes de tulipes en trop. Les voisins ont contribué avec des pousses de bambou. C'est devenu tout un truc communautaire. Catherine aurait adoré ça. 6 mois après mon emménagement, Antoine a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Papa, sa voix était tendue. Nous devons parler. À quel sujet? De tout. De la façon dont j'ai géré les choses après la mort de maman. Isabelle et moi, nous divorçons. Je ne savais pas quoi répondre à cela. Elle poussait beaucoup pour les trucs agressifs sur la maison, les résidences. J'ai suivi et je n'aurais pas dû. Mais ce n'était pas seulement elle. Non, ai-je convenu. Ce n'était pas elle. Est-ce que je peux venir te voir? Voir le cottage. J'aimerais bien. J'aimerais m'excuser correctement en personne. J'y ai réfléchi. Une partie de moi voulait dire non, pour protéger la paix que j'avais trouvée, mais il était toujours mon fils. Et Catherine, malgré son évaluation lucide des défauts d'Antoine, l'avait aimé. Tu peux venir, ai-je dit, mais Antoine, je ne changerai pas mon testament. Lucas garde la maison de Saint-Cloud. C'est décidé. Je sais. Je le mérite. Je veux juste essayer d'être un meilleur fils si tu me le permets. Il est venu 2 semaines plus tard. Nous avons marché sur la plage, mangé le bar que j'avais grillé, nous nous sommes assis sur la terrasse et nous avons parlé, vraiment parlé pour la première fois depuis des années. Je ne lui ai pas pardonné complètement. Cela prendrait du temps, si cela arrivait. Mais j'ai vu un remords sincère. J'ai vu un homme essayant de comprendre comment il était devenu quelqu'un qu'il n'aimait pas. Maman savait, n'est-ce pas, a-t-il demandé, que je réagirais mal à sa mort. Elle savait que tu verrais l'héritage avant de me voir. Oui. Il a tressailli, mais n'a pas discuté. Je suis désolé pour tout ça, pour ne pas avoir demandé comment tu allais, pour t'avoir traité comme un problème à résoudre au lieu d'une personne qui souffrait. Pourquoi as-tu fait ça? Il est resté silencieux un long moment. Isabelle avait des attentes concernant notre style de vie, notre avenir, et j'avais construit toute mon identité sur le fait d'être quelqu'un qui réussit, le gars qui fait des investissements intelligents, qui voit des opportunités. Quand j'ai regardé cette maison après la mort de maman, je n'ai vu qu'une opportunité, et c'est honteux. J'ai honte. Tu devrais. Je sais. Et je sais que je ne peux pas l'effacer, mais je veux faire mieux. J'ai commencé une thérapie. J'essaie de comprendre pourquoi je suis comme ça. Je ne savais pas s'il irait jusqu'au bout. Les gens font souvent des promesses dans des moments de culpabilité qui s'estompent quand la culpabilité disparaît, mais c'était un début. 1 an après la mort de Catherine, j'ai dispersé ses cendres depuis la terrasse du cottage de Crozon, les regardant dériver sur l'océan qu'elle aimait tant. Lucas était là. Antoine était là aussi, plus calme maintenant, plus réfléchi. Solange est venue, ainsi que Madame Lemoine qui avait fait le voyage depuis Paris et une douzaine de nouveaux amis de Bretagne. À Catherine, ai-je dit, en levant un verre de son vin préféré, elle qui a vu clair, aimé profondément, et s'est assurée que les personnes qui comptaient étaient prises en charge. À Catherine, a répété tout le monde en écho. Plus tard, après le départ de tout le monde, je me suis assis dans le fauteuil préféré de Catherine. Je l'avais fait venir de Paris et j'ai ouvert la dernière lettre qu'elle m'avait écrite.
Maître Lefebvre me l'avait remise ce matin-là avec instruction de la lire le jour du premier anniversaire de sa mort. Mon cher Jean-Pierre, commençait-elle. Si tu lis ceci à Crozon, alors tu as fait le choix que j'espérais que tu ferais, le choix de la paix plutôt que de la pression, de l'autonomie plutôt que de l'obligation. Je suis fier de toi. Je sais que ce n'était pas facile. Rien dans cette année n'a été facile, mais j'espère que tu as trouvé une certaine mesure de bonheur dans cet endroit. J'espère que tu as découvert que la vie ne s'arrête pas à 70 ou 80 ans. Elle change simplement, et le changement peut être beau si nous le laissons faire. Tu m'as appris cela quand nous avons emménagé à Saint-Cloud il y a toutes ces années, quand j'avais peur et que tu étais courageux. Maintenant, je te rends l'appareil, en te donnant la permission d'être courageux à nouveau. Quoi qu'il arrive avec Antoine, souviens-toi, tu ne peux pas contrôler les choix des autres, seulement les tiens. Tu as choisi de t'honorer, d'honorer tes besoins, ton droit de vivre ta vie selon tes propres termes. Ce n'est pas égoïste, c'est sain. Continue de te choisir, mon amour. Continue de construire, de créer, d'explorer, et sache qu'où que tu sois, quoi que tu fasses, je suis fier de l'homme que tu as toujours été. Je t'aime pour toujours, Catherine. Je suis resté là alors que le soleil se couchait, les larmes coulant sur mon visage, la lettre tremblant entre mes mains. Elle était partie. Elle serait toujours partie, mais elle m'avait donné quelque chose de précieux, le fondement pour construire une vie après elle. Pas la vie qu'Antoine voulait pour moi, pas la vie que la société attendait, ma propre vie selon mes propres termes. Cette nuit-là, j'ai commencé à écrire, pas pour être publié, mais pour Lucas, pour les futurs petits-enfants qu'Antoine pourrait avoir, pour quiconque pourrait un jour avoir besoin d'entendre cette histoire. J'ai écrit sur l'amour et la perte, sur la famille et la trahison, sur la différence entre être un parent et être un paillasson. J'ai écrit sur la sagesse de Catherine, sa prévoyance, sa protection farouche de mon droit de choisir. J'ai écrit sur les leçons que j'avais apprises, que le chagrin ne vous rend pas incompétent, que vieillir ne signifie pas renoncer à son autonomie, que les enfants n'ont pas de droit acquis sur les actifs de leurs parents simplement parce qu'ils sont leurs enfants. Que parfois la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même est de vous éloigner des personnes qui vous traitent comme un problème plutôt que comme une personne. J'ai écrit sur ce que j'aurais aimé savoir plus tôt, qu'il est acceptable d'avoir des limites avec ses enfants, que les aimer ne signifie pas les laisser diriger votre vie, que vous pouvez honorer toute une vie de parentalité tout en insistant sur le respect. Que dire non à la pression ne vous rend pas difficile, cela vous rend humain. Et j'ai écrit sur ce qui se passe après les choses belles et inattendues qui peuvent émerger quand on se choisit soi-même, les amitiés que j'ai nouées en Bretagne, la paix que j'ai trouvée dans le travail du bois, la satisfaction d'entretenir une maison que j'ai réellement choisie. Pas une que l'on m'a poussé à garder ou à vendre, la relation qui se reconstruit lentement avec Antoine, basée maintenant sur l'honnêteté plutôt que sur les suppositions. L'histoire n'a pas de fin nette parce que la vie ne fonctionne pas ainsi. Antoine et moi avons encore des conversations compliquées. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Catherine me manque toujours avec une intensité qui me coupe le souffle, mais j'ai aussi des jours où je ris, où je crée quelque chose de beau, où je m'assois sur ma terrasse et je me sens sincèrement reconnaissant d'être en vie. C'est ce que Catherine m'a donné à la fin, pas seulement un cottage ou une sécurité financière. Elle m'a donné la permission de faire mon deuil, de lutter, de finir par m'épanouir. Elle m'a donné les outils pour me protéger quand j'étais le plus vulnérable. Elle m'a donné un avenir quand tout semblait se terminer. Si vous lisez ceci et que vous êtes dans une situation similaire, des enfants qui vous pressent au sujet de votre maison, de vos finances, de vos choix, rappelez-vous ceci. Vous ne devez votre autonomie à personne. Vous n'avez pas à prendre de décisions de vie majeures pendant que vous êtes en deuil. Vous n'avez pas à justifier le fait de garder votre maison ou de la vendre ou de déménager à l'autre bout du pays. Votre vie vous appartient, et les personnes qui vous aiment vraiment respecteront cela, même si elles ne comprennent pas toujours vos choix. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous semble faux, si la pression semble plus liée à leurs besoins qu'aux vôtres, si l'inquiétude semble jouer plutôt que sincère, c'est probablement le cas. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit d'attendre. Vous avez le droit de prendre des décisions à votre propre rythme, en votre temps. Et si vous avez une Catherine dans votre vie, quelqu'un qui voit clair, qui planifie à l'avance, qui vous aime assez pour protéger votre avenir même quand elle ne sera pas là pour le partager, chérissez-la. Écoutez-la. Laissez sa sagesse vous guider quand vous êtes trop fatigué ou trop triste pour voir clair vous-même. J'ai 71 ans maintenant.
Antoine vient me voir tous les quelques mois et notre relation guérit lentement, construite sur une base d'honnêteté qui n'existait pas auparavant. Lucas envoie des photos du jardin de Catherine chaque semaine. C'est devenu un trésor du quartier, exactement comme elle l'aurait voulu. Le cottage de Crozon est rempli de meubles que j'ai construits, d'art d'artisans locaux, de livres que j'ai réellement eu le temps de lire. Certains matins, je me réveille et je n'arrive pas à croire que c'est ma vie que j'ai choisie, cela que je me suis choisi moi-même, que j'ai choisi la paix. D'autres matins je me réveille et je pense immédiatement à Catherine, souhaitant qu'elle soit là pour voir le lever du soleil sur l'océan, pour approuver mon dernier projet d'ébénisterie, pour rire du phoque qui a élu domicile près de mon ponton. Les deux choses peuvent être vraies, la perte et la vie, le chagrin et la croissance, regretter désespérément quelqu'un, tout en construisant quelque chose de beau à partir des fondations qu'elle a laissées derrière elle. Catherine disait toujours que l'amour est ce que l'on fait, pas ce que l'on dit. Elle m'a assez aimé pour préparer mon avenir, pour me protéger de ma propre tendance à donner la priorité aux besoins de tous les autres sur les miens, pour me donner des outils dont je ne savais même pas que j'aurais besoin. C'est ça l'amour, c'est ça l'héritage, pas l'argent, pas la propriété, mais le don de l'autonomie, du choix, de la liberté. Merci Catherine pour tout, pour 43 ans de partenariat, pour avoir vu clair quand je ne le pouvais pas, pour m'avoir assez aimé, pour me laisser partir tout en me soutenant. J'espère que je te rends fier. Cette histoire nous touche au plus profond de l'âme car elle explore une réalité souvent taboue dans nos sociétés modernes, la cupidité familiale face au deuil. Le personnage de Jean-Pierre représente tous ces seniors qui, du jour au lendemain, se retrouvent infantilisés par leurs propres enfants sous couvert d'une bienveillance de façade. En France, le respect du patrimoine et la transmission sont des sujets sensibles, mais ici, c'est l'intelligence émotionnelle et la prévoyance d'une épouse qui sauvent la dignité d'un homme. Catherine n'a pas seulement légué des murs, elle a légué la liberté. Cette transformation du chagrin en une force créatrice, à travers l'ébénisterie et la vie simple en Bretagne, montre que la vieillesse n'est pas une fin en soi, mais un nouveau chapitre qui peut être aussi riche que les précédents. La trahison d'Antoine et Isabelle est un avertissement cruel sur la manière dont les intérêts financiers peuvent corrompre les liens les plus sacrés. Heureusement, la figure de Lucas apporte une lueur d'espoir, prouvant que les valeurs de cœur peuvent sauter une génération. Et vous, que pensez-vous de l'attitude d'Antoine et Isabelle? Trouvez-vous que Jean-Pierre a eu raison de léguer la maison familiale à son neveu plutôt qu'à son propre fils? Avez-vous déjà été témoin de tensions familiales autour d'un héritage ou de la gestion de l'autonomie d'un parent âgé? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires, cela nous aide à mieux comprendre ces dynamiques humaines complexes.